Rafa, nous avons un problème. Ce sont les mots de Tony Nadal après avoir vu Novak Djokovic remporter son premier tour à Wimbledon en 2005. Tony, en grand visionnaire, l'avait prévenu. Il avait vu Djokovic venir alors que le Serbe n'avait que 18 ans. Pourtant, à cette époque, c'est Federer qui était au sommet et qui empêchait Nadal d'étoffer son palmarès. Novak n'était qu'un jeune qui n'avait rien prouvé, mais il n'aura fallu que quelques années pour donner raison à Tony, avec un Djokovic qui est devenu le pire cauchemar de Rafael Nadal. Djokovic a trouvé le secret pour battre Rafa et l'a traumatisé partout, sur les plus grands tournois du monde. Mais le problème s'est transformé en humiliation quand Djokovic a fini par vaincre Nadal sur terre battue et à Roland-Garros, la terre sacrée de l'Espagnol. Djokovic est devenu la bête noire de Nadal, car le Serbe avait réponse à tout ce que lui infligeait Rafa. Djokovic s'est transformé en une machine de guerre capable de faire flancher le plus gros combattant que le tennis ait connu, le tout grâce à un jeu de contre offensif soutenu par un revers qui a su dompter l'incroyable coup droit lasso nadalien. On est passé de l'infatigable Nadal au vulnérable Baléare lorsqu'il affrontait Djokovic. Une rivalité qui forcément ne les a pas rendus amis en dehors du court, car difficile de copiner avec celui qui t'a privé de tant de gros titres. Alors comment Djokovic est-il devenu celui qui a anéanti Nadal? Comment le Serbe a réussi à humilier l'Espagnol, y compris sur terre battue? Et peut-on dire qu'il s'agit de la plus grande rivalité du tennis? Réponse tout de suite. Nadal et Djokovic, c'est une longue histoire, parce qu'il faut remonter au 7 juin 2006, en quart de finale de Roland-Garros pour les débuts. Pour le contexte, Djokovic joue à 19 ans son premier quart en Grand Chelem, alors que Rafael Nadal, tout juste 20 ans, est tenant du titre à Paris et a remporté ses 57 derniers matchs sur terre battue. De quoi le placer large favori de la rencontre. Une rencontre où Nadal en réussite réussit à rapidement écœurer Djokovic, le Serbe qui a perdu les deux premiers sets et qui a fini par abandonner, épuisé et touché au dos. Il a quand même déclaré en conférence de presse avoir eu la sensation d'être en contrôle du match avant de se blesser, comme si il avait prédit son niveau de jeu futur contre Nadal à Roland-Garros. La deuxième rencontre entre Nadal et Djokovic, c'est en finale d'Indian Wells en 2007. On passe sur dur et Djokovic a pris du galon. Il progresse au classement, il joue les meilleurs et son jeu se solidifie. Mais encore une fois, Nadal prend le dessus face à un Djokovic beaucoup trop irrégulier qui n'a gagné que 2 des 18 premiers points du match, mais qui a montré des belles choses dans le deuxième set. Nadal remporte donc les deux premières rencontres face à Djokovic, mais il faudra attendre 11 jours après cette finale pour voir la tendance s'inverser, avec un troisième match entre les deux à Miami en quart de finale. Et cette fois-ci, Djokovic a pris le dessus. Plus de confiance, plus d'agressivité, plus de physique, Djokovic l'emporte 6-3, 6-4. Le petit Djokovic commence à devenir grand et à débloquer son compteur de victoire contre Nadal. Donc c'est par ces trois premiers actes que la rivalité a commencé. Par la suite, la rivalité Nadal-Djokovic s'est très vite imposée comme un incontournable sur le circuit. Nadal côtoyait les sommets avec Federer avant de lui passer devant en 2008, et Djokovic a fini par exploser aussi en 2008 en remportant son premier grand chelem. Par conséquent, Nadal et Djokovic se retrouvaient souvent en fin de tournoi pour jouer les matchs pour le titre. En 2007, 7 affrontements entre les deux, 5-2 pour Nadal. En 2008, 6 affrontements, 4-2 pour Nadal. En 2009, 7 affrontements, 4 pour Nadal, tous sur terre battue, et 3 pour Djokovic, tous sur dur. Et cette saison en 2009, où chacun remporte ses matchs sur sa surface, elle illustre parfaitement la dynamique de la rivalité. Nadal domine Djokovic sur terre battue, parce qu'il a la science terrienne que Djokovic n'a pas, et que personne n'a contre lui, mais sur dur, c'est Djokovic qui a pris le dessus. Djokovic, il a 22 ans, mais il avait déjà compris que Nadal a besoin de temps, et qu'il fallait en priver. Donc Djokovic, ayant grandi sur le circuit en jouant Nadal à répétition fin des années 2000, il a vite compris que pour être le meilleur sur la prochaine décennie, il a tout intérêt à construire son jeu pour battre Rafael Nadal sur terre battue. Et Novak, de ce point de vue-là, il a excellé, parce qu'il a vite représenté un gros danger pour Rafa sur terre, avec cette demi-finale complètement dingue à Madrid en 2009, où Nadal a dû sauver 3 balles de match pour s'en sortir, face à un Djokovic qui a atteint son pic de niveau. Il a fait sienne les caractéristiques de la terre battue, en liftant, en glissant, tout en privant Nadal de temps. 4h03 de jeu au total, avec un tie-break au troisième que Rafa remporte 11-9, le plus long match joué en 3-7. Et cette demi-finale, c'était juste les prémices de l'ère de mutant qu'on a eu par la suite. C'est l'acte fondateur de ce qui allait devenir la rivalité qu'on a connue. Donc jusqu'ici, Nadal a imposé sa loi sur terre battue contre Djokovic, même si le Serbe a montré qu'il pouvait rivaliser sur un match en faisant jeu égal. Et sur dur, c'est déjà très compliqué pour Nadal contre Djokovic. Nadal qui se fait fracasser fin 2009 coup sur coup à Cincinnati, à Bercy et au Masters
Masters par Djokovic, le tout sans gagner le moindre set. Donc Djokovic commence à s'habituer à la balle de Rafa jusqu'à la maîtriser sur des surfaces rapides. Donc bien joué Tony, tu l'avais bien senti ce Djokovic alors qu'il était tout jeune, mais là les craintes se confirment. Sur dur, Djokovic commence à sérieusement malmener Nadal, qui n'a pas de solution. Fin 2010, Nadal et Djokovic se connaissent déjà par cœur, ils se sont affrontés 23 fois au total. Nadal mène 16-7, mais à partir de 2011, la rivalité entre les deux va prendre un tout autre tournant. Un tournant qui marquera à jamais l'histoire de ce sport. Nous basculons en 2011. Nadal sort d'une année 2010 exceptionnelle. Petit chelem, avec l'US Open, il a complété le grand chelem, il a tout gagné dans sa carrière, JO compris, Coupe Davis comprise. Maintenant, le défi pour lui, c'est de rester au top. Pour Djokovic, c'est moins la joie, avec une saison 2010 remplie de déceptions et de désillusions, avec ce quart de finale qu'il perd à Roland-Garros alors qu'il menait 2-7-0 contre Melzer. Mais Djokovic a fait le plein de motivation avec son titre en Coupe Davis avec la Serbie à la fin de l'année, un titre qui compte énormément pour lui, on connaît son attachement à son pays, et cette Coupe Davis, ça a été un véritable déclic, parce qu'en 2011, comment dire, Djokovic est passé dans une autre dimension. Quasiment invincible, un rouleau compresseur qui emporte tout sur son passage. Le plus impressionnant, c'est qu'en 2011, Djokovic il s'est dit « choisir c'est renoncer ». Donc il n'a pas choisi sa surface ou son moment, il a tout pris tout le temps. Et forcément, la première victime de cet état de grâce de Djokovic, c'est Nadal. Celui qui s'est cassé les dents à 6 reprises dans les finales des plus grands tournois du monde, c'est Nadal. On rappelle quand même, Djokovic bat Nadal en finale à Indian Wells, à Miami, à Madrid et à Rome, et c'est là qu'on bascule dans l'irrationnel. Parce que Djokovic va chez Rafa, à Madrid, et il le bat devant 15 000 personnes qui n'avaient d'yeux et de voix que pour Rafa. 7-5-6-4, démonstration. Première fois que Djokovic bat Nadal sur terre battue. Donc là, on se dit, ok, Djokovic, ça commence à devenir très sérieux, il va falloir se méfier, mais bon, Rafa va corriger le tir. 7 jours plus tard, finale à Rome, Djokovic-Nadal. Djokovic fait le coup double. Il humilie Rafa qui avait gagné 5 fois le tournoi. Djokovic est clinique, impressionnant d'agressivité. Il joue sur terre comme s'il jouait sur dur. Nadal a le temps de rien, il se fait étouffer sur ses jeux de service. Et Djokovic tient l'échange mieux que Nadal, ce que Nadal n'avait jamais connu. Nadal, il en a affronté des bons joueurs dans sa carrière. Mais là, il est face à un joueur plus endurant que lui, plus agressif que lui sur terre battue, et qui tient mieux la balle que lui. Il avait jamais vu ça, et il est complètement déboussolé sur le court. Et puis Djokovic bat Nadal en finale à Wimbledon. Là aussi, j'ai envie de dire une leçon, même si tactiquement c'est beaucoup plus logique. Djokovic exploite à outrance les failles de Nadal, il fixe le revers, il va vers l'avant, et il le prend à la gorge dès le retour. Et enfin, Djokovic bat Nadal en finale à l'US Open. Pareil, ça va très très vite. Beaucoup trop vite pour Nadal qui est débordé par le Serbe dans tous les sens, et c'est très logiquement que l'Espagnol finit 2011 à la seconde place mondiale, avec plus de 4000 points de retard sur celui qui est désormais son bourreau, son plus gros problème. Et on en revient à la phrase de Tony. 6 ans après cette phrase, Nadal se prend Djokovic de plein fouet. 6 défaites en finale dans les plus grands tournois. C'est une claque monumentale. Djokovic excelle, Nadal n'y arrive pas. Pourtant, vous regardez la saison 2011 de Nadal, elle est exceptionnelle. Mais sur le papier, elle est extrêmement limitée en titres parce qu'il perd tout le temps contre Djokovic. L'Espagnol a déclaré « En 2011, mon problème était Djokovic, parce que je gagnais contre tout le monde, mais je perdais contre lui. » Donc Djokovic est réellement rentré dans sa tête. On peut très bien imaginer qu'à cette époque, Nadal faisait des cauchemars de Djokovic. Moi, ça m'étonnerait pas que dans quelques années, Rafa nous dise « Bah ouais, en 2011, j'arrivais pas trop à dormir parce que Novak me terrifiait. » On en était à ce stade, parce que Djokovic avait trouvé la clé contre Nadal. Clé que personne n'avait réellement trouvée avant. Donc là, Nadal, qu'est-ce qu'il fait avec son oncle Tony? Et ben ensemble, ils ont essayé de construire un plan anti-Djokovic. Un plan spécial pour trouver des solutions face au jeu de Djokovic. Vous imaginez le niveau de crainte, le niveau de méfiance, d'appréhension? Djokovic est devenu la kryptonite de Nadal, son plus gros cauchemar. Mais alors que 2012 commence, Nadal et Djokovic se retrouvent à nouveau en finale d'un grand chelem, à l'Open d'Australie. Là, c'est le moment pour Nadal de dire stop et de mettre un terme à cette série noire contre Djokovic. Sauf qu'on est à Melbourne, un tournoi sur dur que Djokovic a remporté 2 fois et où son jeu brille de mille feux. Et le match dépasse l'entendement. Le niveau est extraordinaire. Les deux joueurs s'envoient des pralines dans tous les sens. Rafa remporte le premier set, mais Djokovic les 2 suivants, et le Serbe enfonce le clou en se procurant à 4-3 3 balles de break qui sont quasiment des balles de match. Sauf que Rafa ne l'a jamais rien et sauve héroïquement ces 3 balles de break pour recoller. Et là, le match prend une autre dimension, parce qu'au terme d'un gros tie-break, Nadal égalise et pousse le match dans un 5e set. Un 5e set époustouflant, physiquement comme mentalement, où Nadal fait le break avant de se faire renverser par un Djokovic qui a apporté la dose d'agressivité en plus pour s'imposer. Un combat qui aura duré 5h53 et que Djokovic gagne au bout de la nuit. Nadal est encore battu.
7e finale d'affilée entre les deux et 7e défaite de rang pour l'Espagnol. La douleur est forte, la frustration est immense, parce que ça y est, Nadal a définitivement trouvé plus fort que lui. Selon moi, ce match, il est symbolique, parce qu'il illustre parfaitement la nouvelle dynamique de la rivalité Djokovic-Nadal. Un super Nadal qui se bat comme un chien, qui joue juste et qui cherche toujours à s'améliorer, mais qui finit par chuter contre Djokovic qui est plus fort parce qu'il s'est construit année après année dans l'idée de battre Nadal. Un physique redoutable, un revers infaillible qui est capable de vaincre un coup droit de gaucher qui envoie un énorme lift et un énorme mental. Après l'Open d'Australie 2012, Nadal ne mène plus que 16-14 dans les affrontements contre Djokovic. Donc moi quand je vois ça, j'ai 12 ans, je suis team Nadal, mais je suis impressionné par ce que fait Djokovic. Et je me dis que Nadal est pris au piège. Nadal ne pourra pas lutter et vaincre une telle perfection. Donc je me fais à l'idée que Nadal y continuera à prendre sa terre battue, c'est Roland Garros, mais que pour le reste, on oublie. Et bah la beauté de cette rivalité, c'est aussi l'imprévisibilité. Parce que Nadal me fera mentir dès l'année suivante. Vous l'avez compris, Djokovic a martyrisé Nadal qui se retrouve maintenant impuissant face aux Serbes. Et la tendance s'est poursuivie parce que les deux se sont retrouvés en finale à Monte-Carlo en 2013. Un Masters 1000 que Nadal gagne depuis 2005. Entre 2005 et 2012, Nadal a remporté tous les Monte-Carlo. Donc tu touches pas à Nadal ici. Et bah Djokovic, il a dit à Nadal « Ça y est, tout ça, ça a assez duré, je stoppe ta série, maintenant c'est moi le patron ici, en plus ce trophée je l'avais pas. » Bon, il lui a pas dit ça comme ça, il a juste délivré une performance exceptionnelle en finale, où il a encore fait cafouiller le maître des lieux. C'est ça en fait, Djokovic a réussi à proposer une opposition si féroce que ça laissait Rafa sans solution. Un Rafa qui commet des fautes, alors que d'habitude c'est Rafa qui fait faire des fautes à ses adversaires. Donc Djokovic a utilisé la stratégie de Rafa contre Rafa. Mais cette fois-ci, il y a eu réaction de Rafa. Et quelle réaction! Demi-finale à Roland-Garros, quelques semaines plus tard, Nadal, Djokovic, 13h, il fait beau, tout est réuni pour avoir un gros match. Mais honnêtement, on n'en attendait pas autant, parce que le match est magistral. D'abord dominé par Rafa, Djokovic revient à 1-7 partout, puis à 2-7 partout, après un immense tie-break du Serbe. Novak qui fait le break dans le 5e set, donc il a le match dans sa raquette. Mais malheureusement, il finit par se faire renverser par un Rafa habité qui a sorti ses meilleurs coups sous la chaleur intense de Paris. Ça y est, cette fois c'est Rafa qui sort vainqueur d'un chef-d'œuvre contre Djokovic. Enfin, c'est un énorme soulagement, Rafa soulève le trophée 2 jours plus tard, mais on est sur terre battue, donc c'était presque un résultat attendu. On est à Roland-Garros, chez Rafa. Mais là où l'Espagnol va réellement reprendre de la confiance contre Djokovic, c'est lors de cette demi-finale à Montréal, toujours en 2013, où cette fois on est sur dur, donc le terrain de Djokovic. Pourtant, Nadal est sur une énorme dynamique. Il surfe sur son comeback, après son absence de 6 mois fin 2012, et Nadal joue un tennis chirurgical. Il est impressionnant du fond du court, je l'ai personnellement jamais vu aussi agressif sur dur, il sert fort, il déborde constamment Djokovic qui essaye de manœuvrer Rafa avec son revers, comme il sait si bien le faire, mais ça marche plus, parce que Rafa joue le coup de plus. Le match est énorme, aussi qualitatif que tendu. On se souvient de cette scène où Nadal joue Djokovic au corps, Djokovic qui le prend mal, mais c'est sur cette scène qu'on voit la profondeur de leur rivalité. Pas de quartier entre les deux, c'est la guerre, zéro cadeau. Et tout ça, ça crée une énorme tension. Et Nadal finit par battre Djokovic au tie-break du 3e. Donc il m'a fait mentir, il bat Djokovic sur dur. Mais il a décidé de me faire mentir une deuxième fois. Parce que rebelote, finale à l'US Open. Djokovic et Nadal recroisent le fer pour le dernier titre en Grand Chelem de la saison. Nadal est en confiance, et quand l'Espagnol est relâché, c'est très dur. Même pour Djokovic, qui n'a pas joué le match de l'année, en manque de rythme et de précision à certains moments, contrairement à Rafa qui a mis beaucoup d'intensité. Alors la finale aurait pu tourner dans le 3e set à 1 partout, mais Nadal a fini par se détacher et il bat à nouveau Djokovic sur dur dans une grande finale. Donc ces résultats viennent quand même contrebalancer avec la razzia de Djokovic en 2011. Cette année 2013, c'est une bouffée d'air frais pour Rafa dans sa rivalité avec Djokovic. Rafa a réussi à tirer le meilleur de son jeu, il a poussé Novak dans un tennis à réaction, plus que dans un tennis de création et actif. Et en 2013, Djokovic a fait ce qu'il pouvait face à Nadal. Là où en 2011, il faisait ce qu'il voulait. Il voulait aller long de ligne, il y allait. Il voulait faire une montée à contre-temps, il la faisait. Mais là, en 2013, Rafa a tellement optimisé son jeu et ses prises de balles pour avoir la main sur l'échange que Djokovic était dans une position beaucoup moins confortable. Bien évidemment, j'ai pris les gros matchs en 2013. Sur leurs 6 matchs, ça fait 3-3 au total. Mais c'est bien Nadal qui a remporté les 2 matchs en Grand Chelem. Donc quand je vois le déroulé de la saison, je suis le premier surpris. Et je me dis que la rivalité Nadal-Djokovic a encore tourné. Que pour Nadal, finalement, ça va être possible de regagner l'Open d'Australie, voire Wimbledon.
parce qu'il a réussi à battre Djokovic ailleurs que sur Terre. Donc en plus des chefs-d'œuvre qu'il nous délivre, la rivalité a ce côté imprévisible, où on a envie de voir le match d'après pour connaître la suite de l'histoire. Mais je dois vous dire que cette saison 2013, c'était les derniers instants de gloire de Nadal sur dur contre Djokovic. Et d'ailleurs, le Serbe a prévenu tout le monde, en concassant Nadal à Pékin et au Masters dès la fin de cette saison 2013. Au fait, nous c'est Game Set Talk, on est des passionnés de tennis, on vous raconte des belles histoires de joueurs et de joueuses, de sujets profonds sur ce sport. Alors si c'est un contenu qui t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche pour être au courant de toutes les nouvelles vidéos qui sortent. A noter que je suis en alternance sur la chaîne, j'essaye de faire croître le projet, sauf que générer des fonds sur YouTube c'est très compliqué, donc on a lancé une campagne de financement participatif. Et donc si tu souhaites soutenir le projet et soutenir ma deuxième année d'alternance, n'hésite surtout pas à faire un petit don, le lien du Tipeee est juste en dessous en description. Merci beaucoup. Djokovic a très mal pris le fait de s'être fait battre en finale à l'US Open sur dur contre un terrien dans l'absolu. Et il a encore plus mal pris le fait d'avoir perdu cette demi-finale à Roland-Garros en 2013 après avoir eu le break dans le 5e set. Lui qui n'a encore jamais remporté Roland-Garros, le seul gros tournoi qui lui manque. Mais au lieu de s'apitoyer sur son sort, Djokovic a enfoncé le clou. Il a travaillé encore plus dur pour se donner toutes les chances d'être encore plus fort, parce que là ça va pas. Nadal le bat sur terre, sur dur, bientôt il va le battre sur gazon. Donc toute l'aisance et la domination qu'a construit Djokovic face à Nadal est en train petit à petit de s'effondrer. Hors de question pour le Serbe. Djokovic a donc activé le mode machine de guerre. Et devinez qui en a fait les frais? Toujours le même. D'autant plus qu'après la finale à Roland-Garros en 2014, que Rafa remporte en 4-7, mais contre un Djokovic qu'il a bien bousculé pendant une bonne heure et demie, Rafa a vécu une descente aux enfers, en perdant totalement confiance en son jeu. Et le premier qu'en a profité, c'est Djokovic. Parce que dans le début des années 2010, le plus grand défi tennistique, mental et physique, pour Djokovic, c'était de jouer Nadal, et notamment sur terre battue. Sauf qu'à partir de 2015, Nadal n'y est plus. Nadal n'a plus de longueur de balle, il n'est plus impactant dans ses coups, il déborde plus ses adversaires et il a besoin de plus de 4 heures et de 5 sets pour venir à bout d'un Tom Smyczek au deuxième tour de l'Open d'Australie. Donc forcément, quand Nadal va dans un tournoi jusqu'à jouer Djokovic, il n'y a pas match. Je vous prends un match qui me vient en tête entre les deux, c'est la finale de Doha en 2016. Ok, c'est pas un gros match, mais on commence la saison et commencer par gagner un titre, c'est important. Et ce match, ça a été une démonstration. Je pense que c'est la plus grande leçon qu'une légende ait infligée à une autre légende. Djokovic, on l'a dit, il est en mode destruction massive, chaque coup est tranchant et fait la différence. Sa longueur de balle est terrifiante et Nadal peut rien faire à part remettre la balle dans le carré de service. Et Djokovic, là où il a innové, c'est qu'il fixe le coup droit de Nadal avec son revers. Lui, il peut se le permettre. Et ensuite, il va sur son coup droit. Donc Nadal court après la balle tout le temps, et résultat 6-1, 6-2. C'est la pire fessée que Nadal ait pris contre Djokovic. Mais cet ascendant que Novak a sur Rafa s'est même prolongé sur terre battue à nouveau. À Rome en 2014 en finale, à Monte-Carlo en demi-finale en 2015, à Rome en 2016 en quart de finale. Donc saison après saison, Novak a enfoncé le clou sur terre battue, en profitant d'un Nadal certes méconnaissable, mais en construisant sa science de la terre battue, et en faisant contre Nadal ce qu'il n'avait pas su mettre en place dans leurs affrontements passés, notamment à Roland-Garros. Prise de balle tôt, une grande couverture de terrain, parce que quand Nadal envoie la purée comme à Rome en 2016, tu dois être capable de bien défendre pendant 3, 4, 5 frappes, un revers tonitruant qui tient face au coup droit de Rafa et qui fait des différences, et une grosse longueur de balle. C'est bateau, mais plus tu joues long contre Rafa sur terre, plus t'as de chances de rentrer dans le court et de le déborder. Donc Djokovic est meilleur que Rafa sur dur, en témoignent ses victoires faciles en 2015 à Pékin, 6-2, 6-2, ou au Masters, 6-3, 6-3. Djokovic est meilleur que Rafa sur terre, car il a trouvé son rythme avec une agressivité que même Rafa ne peut pas contrer. Donc Djokovic a l'ascendant. À chaque fois que les deux se rencontrent, Djokovic est donné gagnant. Ça y est, il a trouvé la recette pour contrer Nadal. Et fin 2016, Djokovic mène désormais 26-23 dans les affrontements contre Nadal. Mais alors sur gazon, qu'est-ce que ça donne entre les deux? On pourrait naturellement penser que Djokovic est meilleur, surface rapide. Pour le savoir, on va en 2018 à Wimbledon. 7 ans après leur dernier match sur gazon, avec la finale en 2011 remportée par Djokovic. Cette fois, on est en demi-finale, mais la dynamique a encore changé. Après la période noire de Nadal, pendant que Djokovic a réalisé le Grand Chelem entre 2015 et 2016, c'est Djokovic qui a traversé une période difficile en 2017 et début 2018, sans motivation, alors que Rafa a réalisé un gros comeback. Donc cette demi-finale à Wimbledon, c'est l'occasion pour
pour Nadal de montrer à Djokovic qu'il peut encore le battre ailleurs que sur terre battue. Mais pour Djokovic, c'est l'occasion de lancer pour de bon sa saison et de vaincre son plus grand rival. Le match est dingue, comme à leur habitude, les deux nous sortent un match très intense. Même si on est sur gazon, c'est un gazon qui va moins vite, donc on a des gros rallyes. Djokovic est monstrueux en coup droit et dans les déplacements. Il remporte le premier set, Nadal le deuxième, et au terme d'un gros tie-break, Novak prend l'avantage. On revient le lendemain parce qu'il y a couvre-feu à Londres. Nadal en remet une couche et on a un cinquième set, comme à chaque fois entre les deux avec des points de mutant, une intensité qui rappelle presque Melbourne en 2012, et c'est Nadal qui finit par craquer sur son service. Djokovic l'emporte 18 au cinquième. C'est un acte majeur de leur rivalité cette demi-finale, parce qu'elle a servi de tremplin pour Novak pour retrouver sa confiance et son meilleur tennis par le biais de Nadal qui jouait très bien, mais qui encore une fois a subi la loi de Djokovic. Djokovic, le seul qui a véritablement réussi à être meilleur que Nadal, partout. Mais Djokovic ne s'est pas contenté de ça. Vous vous souvenez peut-être de cette interview qu'il donne quand il a 6 ans et qu'il dit qu'il veut être le numéro 1 et tout gagner. Sauf que tout gagner, ça passe par gagner Roland Garros, le royaume de Rafa. La dernière étape pour Djokovic dans sa rivalité avec Nadal, c'était de le battre à Roland-Garros, ce que seul Soderling a réussi en 2009, qui plus est face à un Rafa diminué et malade. Mais au-delà de battre Rafa à Paris, Djokovic voulait tout simplement gagner Roland-Garros, qui est la propriété de Rafa. Après leur finale en 2014, Nadal est nonuple vainqueur à Paris, 9 titres pour Nadal, 0 pour Djokovic, donc le Serbe a vite compris que pour gagner le tournoi, il faudra battre Nadal. Et ça tombe bien, parce que dès 2015, Djokovic retrouve Nadal en quart de finale. On l'a vu, Nadal n'est pas bien, Nadal joue mal, il n'a plus de confiance, sauf qu'on est à Roland-Garros. Nadal, il en a déjà fait des mauvais débuts de saison, ça l'a pas empêché de gagner à Paris. Mais en 2015, c'est quand même différent. On sent que même sur son court Philippe Chatrier, il y a des failles qui sautent aux yeux. Même Jack Sock, en 8ème de finale, en a profité pour prendre un set. Nadal est en quart et s'apprête à jouer celui qui a longtemps toqué à la porte pour prendre le trophée. Le match commence et les jeux défilent. Pour Djokovic. Ce qu'on imaginait se confirme, Djokovic est beaucoup trop fort pour Nadal, même à Roland-Garros. 15 minutes de jeu et déjà 4-0 pour le Serbe. Nadal, piqué dans son égo, se rebelle et parvient à rattraper son retard. Avec de la longueur de balle, comme par magie. Mais ce retour à 4-4 n'était qu'un trompe-l'œil, parce que l'écart de niveau de jeu entre Djokovic et Nadal est trop important pour avoir une bataille féroce comme ils nous en ont tant offert. 7-5 Djokovic. Novak insiste, il est en mission face à un Nadal qui craque. Puis 6-3. Plus le match dure, plus l'issue est évidente, c'est son heure. Puis 6-1. Djokovic est le deuxième à faire tomber le roi de son royaume. Après 6 échecs, Djokovic l'a fait. Il élimine son plus grand rival à Paris et réalise au passage ce qui est considéré comme un exploit. Dans leur rivalité, ce match, c'est plus qu'un tournant. C'est la confirmation que Djokovic a un contrôle total sur le jeu de Nadal. Il est en capacité de contrer les forces de Nadal dans toutes les conditions, ce que personne n'avait réussi à faire. Certains joueurs ont réussi à être plus forts que Nadal, comme Federer, ou comme Davydenko, qui a un bilan de 6 victoires pour une défaite contre Nadal sur dur, mais personne n'avait réussi à le dominer à ce point sur toutes les surfaces, et surtout sur terre, à Paris. Mais cette victoire à Djokovic, ça lui a pas suffi, parce que finalement, il aura perdu en finale contre un Wawrinka qui a joué le tennis de sa vie. Et même si Djokovic remporte enfin Roland-Garros en 2016, mais sans jouer Nadal, il lui fallait une autre victoire contre Nadal à Roland-Garros. Nadal qui en plus a humilié Djokovic en finale du tournoi en 2001, en lui collant 6-0, 6-2, 7-5 pour gagner son 13e Roland. Mais Djokovic retrouve Nadal en 2021, en demi-finale, il a l'occasion de se venger. Nadal vient de le battre à Rome en finale, mais qu'importe, Djokovic croit en ses chances. Le match commence et il prend l'allure de la finale de 2020. Nadal démarre tambour battant et mène 5-0. Il est partout, il est agressif et précis, contrairement à Novak qui met du temps à rentrer dans le match. Mais très vite, le vent tourne et Djokovic devient injouable. Il prend l'échange à son compte et trouve des angles courts croisés qui font très mal à Nadal. Et après un troisième set qui fait partie des plus grands sets de l'histoire du tennis en termes de niveau de jeu, Djokovic mène 2-1. Nous assistons à un chef-d'œuvre. 12 ans après Madrid, 9 ans après Melbourne, 8 ans après Paris, 3 ans après Londres, les deux titans sont toujours au sommet. Dans ce quatrième set, Nadal est diminué et Djokovic, toujours aussi fort, le refait. Sa deuxième victoire contre Nadal à Roland-Garros, sa 30e contre l'Espagnol en tout. Tactiquement, ce qu'il a produit avec les cours croisés, c'est du génie. Il a une nouvelle fois prouvé qu'il maîtrise Nadal partout. Or, l'inverse n'est pas vrai. Nadal n'a jamais battu Djokovic à l'Open d'Australie, ni à Wimbledon, sauf une fois en 2007, mais quand Djokovic a abandonné. Djokovic a battu Nadal partout, parce que c'est un caméléon qui a su s'adapter parfaitement à chaque environnement et tirer le meilleur de son jeu en fonction des surfaces. Alors, est-ce que Djokovic-Nadal, c'est la plus grande rivalité que le tennis ait connue? Bon, j'ai pas connu Agassi-Sampras, encore moins Borg-McEnroe,
encore moins Lever-Rosewall, donc j'ai pas connu toutes ces rivalités qui ont construit de toutes pièces le tennis. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut se poser et juste se rendre compte de ce qu'on a eu sous les yeux. Il faut se rendre compte de ce que Nadal et Djokovic nous ont proposé pendant 15 ans. On a atteint des sommets tennistiques qui, disons la vérité, n'avaient jamais été atteints. Alors évidemment, on a comme point de comparaison la rivalité Federer-Nadal qu'on a eu en parallèle. Et vous allez peut-être me sortir la finale de Wimbledon 2008, l'Open d'Australie 2009, et j'en passe. Mais selon moi, avec Federer et Nadal, la beauté de la rivalité venait beaucoup de l'opposition des styles de jeu. Cette ambivalence folle entre la classe, l'élégance, le relâchement de Federer et la brutalité de Nadal. Oui, on a eu des chefs-d'œuvre, mais déjà si on commence à comparer les chefs-d'œuvre, je préfère ceux de Djokovic et Nadal que ceux de Federer et Nadal. Mais c'est surtout que je trouve que l'histoire que Djokovic et Nadal nous ont racontée est beaucoup plus passionnante, beaucoup plus exaltante. Il y a eu des grands moments, des retournements de situation incroyables. L'un qui avait l'ascendant, puis l'autre, puis encore l'autre, et l'intensité dans les matchs. Pour moi, Djokovic et Nadal sont les deux plus grands combattants du tennis, les deux meilleurs si on combine tennis, physique et mental. Et quand tu les mettais tous les deux sur le court, c'était explosif. Et même dans leur match à sens unique, il se passait quelque chose. Même à Doha en 2016, on a vibré d'une certaine manière. Même quand Nadal bat Djokovic à Madrid en 2017 6-2, 6-4, l'intensité est au rendez-vous. On s'ennuie pas. Au total, 60 confrontations entre les deux. Et c'est très symboliquement qu'on finit avec 31 victoires pour Djokovic et 29 pour Nadal. Ça veut tout dire. Parce que le message de cette vidéo, et je pense que vous l'avez compris, c'est que Djokovic est le seul joueur qui a réussi à anéantir Rafa sur tous les plus grands tournois du monde. Djokovic est le seul qui a été capable de trouver une solution face aux plus grands joueurs sur terre battue que le tennis ait connu et connaîtra de son existence. Nadal, c'est là qu'on a vu sa résilience. C'est qu'en sur dur, il n'a plus réussi à gagner le moindre set contre Djokovic après cette finale à l'US Open en 2013. La résilience de Djokovic aussi, elle est dingue. Perdre à Roland-Garros année après année contre le même joueur et finir par le battre à 2 reprises dans les matchs qu'on a vus, c'est phénoménal. Mais forcément, quand on a une telle rivalité avec quelqu'un, même si les deux se sont côtoyés pendant 20 ans, être amis ou même copains, c'est très compliqué. Surtout quand on a deux personnalités diamétralement opposées comme Djokovic et Nadal. Nadal qui est dans le politiquement correct, le respect, et Djokovic qui est plus dans le rentre-dedans. Donc à tous ceux qui pensent que cette rivalité les a rapprochés au fil du temps, et qui voient en ces photos qu'ils peuvent poster parfois ou ces moments de rigolade une amitié, je suis désolé de vous décevoir, mais c'est pas demain qu'ils partiront ensemble en vacances. Tout le passif avec la tension et les enjeux énormes derrière leur match a créé pas une haine, mais une petite animosité persistante, où ils ont pu s'égratiner dans des interviews. Mais encore une fois, ce qu'il faut retenir, c'est ce qu'on a vu sur le court. C'est la passion du jeu dont ils ont fait preuve et toutes les limites qu'ils ont repoussées. Donc pour toutes ces raisons, la rivalité Nadal-Djokovic m'a marqué, c'est pour ça que je la mets le plus haut possible. Dites-moi vous ce que vous pensez de cette rivalité, quel est le match qui vous a le plus marqué? Est-ce que vous êtes plus Nadal ou plus Djokovic? Qu'est-ce que vous avez ressenti en regardant tous ces matchs? À l'Open d'Australie 2012, à Roland-Garros 2013. Et dites-moi plus globalement ce que vous inspire cette rivalité. En attendant, je vous laisse avec une vidéo sur un joueur qui a réalisé ce que ni Nadal ni Djokovic n'a pu faire en carrière, Rod Laver. Prenez soin de vous et nous on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!